BFM Business présente Les experts sans frontières. Bon, on voit toutes les hypothèses, Juan Rosé. C'est vrai qu'on a quand même le sentiment que tout est un peu scénarisé, dramatisé, etc. À la Maison-Blanche, on retourne le sablier, le temps est suspendu. Après, la réalité, c'est qu'on pédale un peu dans la semoule. Hein. Peut-être un autre signal assez flou, c'est que Donald Trump dit qu'il va lever le blocus américain sur les ports iraniens. Mais on ne sait pas si en contrepartie, l'Iran débloquerait le détroit d'Ormuz aussi. Ce qui n'a pas compris encore Donald Trump, c'est que le temps de Donald Trump n'est pas le temps des Iraniens. Ça, c'est la première des choses. Il a besoin d'aller vite et on voit comment il n'a pas réussi au bout de plus d'un an d'arrêter la guerre en Ukraine avec la Russie. Il avait annoncé qu'il allait le faire tout de suite. Il a menacé de détruire l'Iran et on voit qu'aujourd'hui il n'arrive pas à avoir même pas une signature de protocole d'accord, même pas un accord, un protocole d'accord, parce que comme Anna a signalé, c'est vrai, il y a des questions qui ont été laissées de côté. La question du nucléaire sera laissée de côté et tout ça parce qu'effectivement il n'a pas encore compris comment les Iraniens marchent. Mais pour l'instant, c'est encore un peu de la communication à la Donald Trump. Espérons qu'effectivement, il va y avoir des avancées, peut-être effectivement une ouverture, peut-être pas à 100% du détroit d'Ormuz, mais ça serait déjà pas mal pour l'économie mondiale. Mais tout le temps que vous laissez aux dirigeants iraniens, ils le mettent à profit. Et dans 6 mois, on sera peut-être ici même à parler de ce accord qui n'est pas encore signé. Point de vue peut-être assez pernicieuse, Vladimir Poutine ne joue-t-il pas de cette nouvelle guerre hybride pour entretenir une forme d'ambiguïté stratégique ? C'est-à-dire, je plaide faussement naïvement, avec une fausse naïveté, l'accident pour mieux pouvoir tester la capacité de réaction de l'OTAN. Que ça soit voulu, que ça soit un incident, ce qui est certain, c'est que il n'est pas mécontent, Vladimir Poutine, de ce qui vient de se passer, parce que, comme disait Violetta, il met à l'épreuve, volontairement ou pas, mais il met à l'épreuve les Européens, et notamment l'OTAN. L'OTAN qui, effectivement, a réagi assez vite, mais les dommages sont très faibles par rapport à ce qui aurait pu se passer si au lieu d'un drone avait été beaucoup plus. Mais n'oublions pas que des drones survolant des bateaux européens, on l'a vu dans le détroit de la Manche il y a quelques semaines, quelques mois. La flotte fantôme russe, elle existe, c'est une réalité. Des avions qui ont survolé ou qui ont pénétré dans le ciel roumain, voire polonais par le passé, c'est aussi une réalité, donc il n'est pas mécontent. Je crois qu'il joue de cette opportunité qu'il lui est donnée, voulu ou pas, mais il joue avec ça, sachant aussi, parce qu'on l'a rappelé, que Donald Trump aujourd'hui est empêtré dans des choses plus compliquées comme le détroit d'Ormuz et les négociations avec l'Iran, et donc depuis plus d'un an, il est en train de laisser faire ce qu'il veut à Vladimir Poutine. Tout le monde veut réagir. Juan Rosé, on a en même temps des signaux d'escalade très inquiétants et en même temps des signaux peut-être de désescalade qui viendraient, alors moi, de ma perception à moi, et je me trompe peut-être, mais peut-être des signaux d'essoufflement de l'économie russe, combiné à une défense ukrainienne qui a été extrêmement agile et qui a surpris aussi Vladimir Poutine, avec aussi le temps qui passe et qui use les forces, avec un canal de négociation qu'on cherche peut-être à ouvrir entre un émissaire européen et Vladimir Poutine. Bref, peut-être des signaux de désescalade aussi, Juan Rosé. Moi, je trouve que c'est la dernière trouvaille pour essayer de trouver une solution qu'on n'en a pas. Pourquoi la dernière trouvaille ? Tout simplement parce que il faut voir d'où ça vient. D'ailleurs, c'est la déclaration d'Angela Merkel qui dit qu'il faudrait qu'on commence à négocier. Il y a des noms qui commencent à circuler, Angela Merkel, Romano Prodi, dernièrement Schröder, qui pourraient. Aucun des trois, par exemple, n'est habilité par son gouvernement ni par l'Union européenne pour négocier quoi que ce soit. Et puis on se pose la question, alors Madame Kallas, ça sert à quoi, Madame Kallas, qui est la haute représentante de la politique extérieure de l'Union européenne? Ce n'est pas à elle d'aller négocier avec Vladimir Poutine. La réalité, c'est que elle estime que c'est un piège. De nommer un médiateur, ce serait un piège tendu par Vladimir Poutine. Je le pense sincèrement, et à l'image de Donald Trump, Poutine fait la même chose. Donc, il lance comme ça,
une idée, et puis on va pendant des semaines peut-être essayer de parler et trouver un médiateur, sachant que de toute façon, Vladimir Poutine avait dit qu'il souhaitait, pourquoi pas, discuter avec un dirigeant européen. Un dirigeant européen élimine tout de facto tous ceux dont je viens de vous parler. Et quel dirigeant européen? Même à l'intérieur des 27, tous les pays ne sont pas tout à fait d'accord. Et c'est vrai que Vladimir Poutine est en mauvaise position aujourd'hui parce qu'il n'arrive pas à avancer. C'est vrai que au début de l'invasion russe d'Ukraine, ça a été brutal. Rappelons-nous tout simplement qu'ils sont arrivés pratiquement aux portes de Kiev. Et là, ça a été des moments très tendus, très difficiles. Il y a eu des massacres qui ont été découverts dans cette avancée russe. C'est vrai que depuis 3 ans, là, il y a une espèce de statu quo qui fait qu'on lance des drones, je te lance des drones, tu me lances des drones. Mais la réalité, c'est que c'est une guerre qui s'éternise, qu'effectivement la Russie est en très mauvaise posture. Mais si Poutine n'a pas voulu négocier et trouver un accord avec Donald Trump, pourquoi voulez-vous qu'il aille les trouver avec les Européens qu'il méprise? Je sais que son alliance des drones, elle l'a annoncé il y a 8 mois. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ce qui est vrai, c'est que institutionnellement, c'est très compliqué effectivement de mettre en marche la machine. L'Europe a aujourd'hui les industriels, a la technologie de pouvoir y aller, mais ce qui lui manque, c'est ce qu'ont les Ukrainiens, c'est-à-dire cette expérience de pouvoir fabriquer tout et n'importe quoi avec 3 pièces. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. C'est vrai que de toute façon, Emmanuel Macron, lors de l'un de ses déplacements en Ukraine, avait annoncé effectivement un plan pour permettre aux industriels français de s'installer au plus près de son des combats, justement pour pouvoir fabriquer et profiter de cette expérience. Mais tout simplement, institutionnellement, encore une fois, c'est très compliqué pour les Européens de lancer ça. Et l'industrie, malheureusement, aujourd'hui, ou fait cavalier seul, ou effectivement doit attendre. Effectivement, c'est un coût de vie humaine, notamment, et c'est laisser la place aux Russes peut-être pas avancer aujourd'hui, mais laisser la place aux Russes sur place. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau et nager. C'est ce qu'a fait des entreprises portugaises. On n'est pas assez important pour nous poser des questions existentielles, d'organisation, d'alliance, de ceci, de cela. Elles sont jetées à l'eau. Elles ont investi, elles produisent des drones, on les exporte vers l'Ukraine. Des drones de combat. Vous voyez. Donc, on peut effectivement faire les choses sans se poser, sans créer une usine à gaz pour créer quelque chose. Ouais. On y va, et puis c'est tout. Non, mais il y a des pays comme l'Espagne, le Portugal, et des pays qui sont plus petits, qui ont moins d'industriels au niveau international et effectivement, ils ont cette idée d'avancer sans s'attendre. Oui. Effectivement, je peux comprendre que Dassault Aviation, etc., peuvent à un moment donné avoir des besoins structurants qui n'en ont pas pour se lancer dans un projet comme ça. Mais et des entreprises petites comme les nôtres. Ce qui est vrai, c'est que normalement, en temps de paix, vous programmez à l'avance, longtemps à l'avance ce que vous allez faire, mais la réalité, c'est que quand il y a une guerre, rappelez-vous tout simplement, on était en manque de munitions. Les armées européennes étaient en manque de munitions. En France, on a augmenté la production de munitions parce qu'on n'en a pas. Parce qu'on a beaucoup envoyé du côté de l'Ukraine et on n'en avait pas assez. Donc ça s'est passé pour les munitions, ça s'est passé pour les roquettes, ça s'est passé pour les missiles. Donc effectivement, en temps de guerre, le temps... Après, c'est un soft power culturel espagnol. Allez-y, emmenez-nous... Oui, parce que si vous regardez autour de vous, que ce soit à Paris, en France et de façon générale, vous allez trouver ce soft power culturel espagnol avec des expositions. Notamment, il y en a une à Paris au musée Jacques-Marandré Rondré que je vous invite à aller voir. Mais vous allez aussi vu comment ça se passe du côté du Festival des Cannes où pour la première fois, 3 films étaient sélectionnés dans la sélection officielle du festival. C'est historique pour l'Espagne. Il y a Rosalía, la chanteuse qui a mis l'Espagne un peu partout dans le monde. Et c'est arrivé à tel point que le président espagnol aujourd'hui même a présenté le plan d'action culturelle extérieure de l'Espagne parce que, comme il a dit aujourd'hui, nous n'avons pas de poids économique mondial, mais on a la culture et on est capable d'arriver partout. Et donc, encore une fois, regardez un peu partout et vous verrez autour de vous, que ce soit du cinéma, que ce soit de la culture, que ce soit de la musique, que ce soit des expos. L'Espagne est partout. C'est notre façon aussi d'arriver à toucher les sociétés civiles. Et aujourd'hui, excusez-moi, vous oubliez une brique essentielle, là, Juan Rosé, la gastronomie. La gastronomie, on en a parlé ici. Vous avez tout à fait raison. Quand même. Mais ça coïncide aujourd'hui avec cette présentation de ce plan par le président espagnol qui est quand même assez intéressant parce qu'on met beaucoup d'argent à exporter notre culture. Allez.
allez tous au musée Jacques Marandré voir cette exposition espagnole.